Je crois que ce sera plus audible comme ceci. Donc merci à vous d'être là. J'ai le grand plaisir de vous présenter M. Luc Dardenne, un des deux frères. Malheureusement, l'autre n'a pas pu venir ce soir, à notre grand regret. Mais donc, vous aurez la chance de l'avoir parmi nous. Je vous remercie d'avoir fait le déplacement. C'est un grand honneur pour nous de vous recevoir. Et donc, vous allez découvrir, ou revoir pour certains d'entre vous peut-être, le film Tori et Lokita, qui est votre dernière réalisation, 12e ou 13e 12e 12e, donc long métrage. Comment est né ce film au fond? Au fond, eh bien, au fond, il y a 12 ans, on avait fait un premier scénario, début de scénario, à propos d'une famille de migrants du Cameroun. C'était une mère et deux enfants, et ses deux enfants. Et elle disait, le père étant disparu durant la traversée, elle disait à ses enfants, parce qu'elle avait l'ordre de quitter le territoire, elle leur disait qu'elle allait revenir, qu'elle allait partir parce qu'elle était obligée évidemment, et elle allait rentrer, qu'ils se retrouveraient à un endroit X, c'était un magasin, une grande surface où ils allaient, et qu'en attendant, ils aillent au commissariat de police et qu'ils disent qu'ils sont sans famille, et donc ils seront pris dans un centre d'État, et puis ils pourront se retrouver. Et elle disait, mais ne vous séparez jamais, parce que quand on est migrant, il ne faut pas se séparer. Il faut rester ensemble, il faut avoir un ami, une amie, quelqu'un à qui on peut faire confiance, parce qu'on ne migre pas seul. Et on a abandonné ce projet, on a fait d'autres films, et on a lu en 2020 quelques articles dans la presse belge, française aussi, italienne aussi, sur les migrants sans papier, les jeunes migrants qui disparaissaient des radars de la police, du ministère de l'Intérieur, de la Justice, etc. Et ils disparaissaient, et on soupçonnait à raison qu'ils disparaissaient dans les réseaux criminels. Pourquoi? En grande partie, parce qu'il y a une partie de l'immigration des jeunes qui peut venir aussi directement vers les lieux clandestins, criminels. Mais la majorité des jeunes migrants viennent et puis ils attendent d'avoir leur papier, ils vont à l'école, avec les centres MENA, enfin je ne vais pas expliquer tout ça, vous devez savoir. Ils peuvent apprendre un métier ou apprendre à aller à l'école. Et quand ils vont avoir 18 ans, là, tout se gâte. S'ils n'ont pas avoir les papiers, qui sont arrivés l'épée de Damoclès 18 ans, ils ont tendance effectivement à chercher d'autres solutions et c'est là qu'ils vont dans ces réseaux. Vous verrez dans le film. C'est un des réseaux clandestins, criminels. Et donc, on s'est dit, mais c'est quand même étonnant que dans nos démocraties, des jeunes comme ça puissent disparaître. Bien sûr, c'est difficile d'investiguer dans ces milieux-là, puisqu'ils sont clandestins. Mais quand même. Et donc voilà, c'est ça qui nous a décidé à faire le film, et on en a fait une histoire d'amitié entre deux jeunes. Deux jeunes venus, l'un du Bénin, l'autre du Cameroun, voilà, et qui vont essayer de survivre. Et on a pensé que la lumière du film, si vous voulez, ce serait leur amitié. Voilà. Leur amitié jusqu'au bout, quoi qu'il arrive. Alors, dans ce film, il y a deux comédiens magnifiques, inconnus, puisque ce sont des amateurs. Souvent, dans la plupart de vos films d'ailleurs, vous avez été des découvreurs de talent, quelque part. Alors, est-ce que ça va être la même chose aujourd'hui pour Tori et Lokita? Le garçon que vous allez voir a 12 ans quand il a tourné. Il est sportif. Vous le verrez d'ailleurs qu'il aime la vitesse, il a beaucoup d'explosivité, comme on dit aujourd'hui, pour les footballeurs. Il a beaucoup d'énergie, c'est incroyable. Et il est vice-champion du saut en hauteur de Belgique, de sa catégorie, donc 12 ans. Maintenant, il fait du basket, parce qu'il voulait grandir, il ne grandissait pas. Voilà. Je ne sais pas si... il aime jouer, il devait faire une série, il devait avoir un rôle dans une série, puis il a trouvé qu'il était mal reçu par le réalisateur, il a dit je ne le fais pas. Il a eu raison, je pense. Et alors, Lokita,
qui avait 17 ans, maintenant elle va avoir 18 ans, 18 ans et 2-3 mois. Elle est donc dans les espoirs pour les Césars. Elle sera peut-être nommée, nous verrons, et elle aura peut-être le César, nous verrons, mais elle n'est pas toute seule, hein, il y en a 16. Donc, voilà, et alors elle va à Berlin, elle fait partie des jeunes stars, je ne sais plus comment ils appellent ça, moi, au Festival de Berlin. Oui, c'est ça. Et alors, elle va peut-être tourner, elle passe un casting dans le film d'une cinéaste importante. Bon, voilà. Mais comme je lui ai dit, il faut avoir conscience que les actrices noires dans le cinéma européen, il n'y en a pas 1000. Ça peut être une chance aussi, comme il n'y en a pas 1000, mais en même temps, il faut qu'il y ait des rôles. Et si c'est pour faire des seconds rôles, pour faire des gens qui sont dans la rue, il faut vraiment un vrai rôle, parce que ça ne sert à rien d'aller travailler avec un metteur en scène, une metteuse en scène, si on n'a pas un rôle important, à son âge. On gaspille son image, si vous voulez. Donc il faut qu'elle ait un vrai rôle, là, parce qu'elle est bien, elle est très bien, mais bon, voilà. Elle parle anglais couramment, mais vraiment bien. L'irlandais également, parce qu'elle a étudié en Flandre, en fait. Sa mère a rencontré un monsieur hollandais, je pense, et donc voilà, elle a appris chez elle et à l'école. Donc, d'ailleurs, vous verrez parfois, pour ceux qui connaissent un peu la manière dont les Hollandais ou les Flamands peuvent parler le français, vous verrez parfois qu'il y a des petites choses hollandaises qui arrivent dans la manière des objets directs, etc., des objets directs dans les phrases. Il lui arrive de... Et on a laissé... C'est dit, c'est rien, parce qu'elle est un peu réfugiée aussi dans la vie. Donc. Mais non, j'espère beaucoup pour elle. Lui, il est trop jeune, il ne faut pas le forcer. Vous savez, quand le gamin au vélo, pour ceux qui ont vu le film, le petit, il est devenu médecin. Il est le médecin de mon père aujourd'hui. Et il sera bientôt le médecin de mon frère. Mais c'est dingue, mais voilà. Mais en même temps, il aime bien jouer, bien qu'il est médecin, il dit, je fais médecin généraliste, j'ai encore une possibilité. Il a fait une série pour Arte, dernière, enfin, il y a 2-3 ans. Voilà, donc, mais voilà, il faut pas pousser quelqu'un à vouloir devenir acteur, c'est quelque chose de... Quand ça marche, ça marche, mais quand ça marche pas, c'est dur. Et surtout, quand on est jeune, on rêve beaucoup. On a raison, mais bon. Mais cela dit, des gens comme Olivier Gourmet, Jérémy Régnier, Willy Dequesne, bien sûr, vous doivent énormément quand même. Ouais, mais... Oui, on prend 10% chaque fois. Non, ils doivent pourquoi eux-mêmes, parce que bon... Nous, je crois, bon, sans flatterie, sans narcissisme, je crois qu'on est des bons profs. Quand ils commencent avec nous, on est exigeants, donc ils doivent vraiment travailler, vraiment, pas faire semblant. Et bon, ils portent le film, donc ils sentent ce que c'est un film. Ils sont tout le temps avec nous, tout le temps. On répète un mois avant de tourner, puis on tourne. Encore ici, on a répété un mois avant. Ils ne se connaissaient pas, les deux. Donc on les a choisis, mais ils doivent chanter, vous verrez aussi. Ils devaient bien chanter, et ils chantent très bien. Mais je veux dire, quand vous avez porté un film, et que nous, mon frère et moi, on dit, tu sais, c'est pas 1 jour ou 3 jours que tu vas venir, c'est 50 jours. Tu vas avoir des cours sur le plateau, enfin avec des profs, le week-end chez toi, en plus du travail sur le plateau. Et tu vas plus voir tes copains. Basket, sur hauteur, sport, compétent. Et le gamin, à 12 ans, c'est pas facile, hein. Il faut vraiment il faut une concentration très forte, une mémoire. Ça, à 12 ans, à 15 ans, 16 ans, souvent on a une mémoire incroyable, donc là, ça ne pose pas de problème. Enfin, voyez, il faut vraiment entrer dans le film. Il ne faut pas être dans le film et dire en même temps, ben non, moi, je dois y jouer, je dois faire ci. Donc, pour un enfant, donc, voilà, plus nous on est exigeants, parce qu'on recommence, on fait plusieurs, donc ils apprennent beaucoup. Et puis tourne-toi un peu comme ça. Alors, non, un peu moins. Ah oui, mais donc ça vous apprend à connaître votre corps. Si vous dites, quand tu marches, tu commences avec la jambe gauche et pas la jambe droite, c'est une chose qu'on ne vous dit jamais dans la vie.
personne ne va vous dire, votre mère, votre père, ou personne ne vous a dit quand tu marches, tu commences avec la jambe droite. Non. Mais pour notre plan, nous, on peut avoir besoin qu'il commence pour cacher quelque chose qui est derrière. Vous comprenez? Et voilà, c'est toute une discipline. Et ils aiment ça. Quand ils aiment ça, vous dites, ah, là, ils vont rester jusqu'au bout. Ils ne vont pas nous lâcher, parce que ça, c'est dangereux aussi. Parce que c'est un acteur qui quitte le film au milieu, nous, on est foutus. Hein. Donc, il y a ça. Et puis, si vous sentez qu'ils aiment jouer, ils aiment tomber, se relever, marcher, courir, ben voilà, c'est gagné. Et parler, évidemment. Alors, vous travaillez avec votre frère. Comment se répartissent les tâches de tournage entre vous deux? Écoutez, maman l'a dit. C'est votre fille ou votre fils, je ne sais pas. Ah ouais, c'est votre fille. Alors, comment on se répartit les tâches? Je dirais qu'on fait tout, tous les deux. Il y a juste le scénario que j'écris sur base de structures que mon frère et moi, on a discuté, mis en place. Et quand on écrit, on change, évidemment. On découvre des choses, il y a des personnages qui apparaissent, d'autres qui disparaissent. Donc là, je téléphone à mon frère, donc on continue à travailler ensemble. Si vous voulez, c'est moi qui écris. Je lui fais parfois des surprises pour voir comment il va réagir. Voilà. Et donc on avance comme ça, puis après on fait le casting, on choisit les décors, choisit le casting, le costume, les costumes, voilà, on fait tout, et on tourne les plans. Disons que pas un plan l'un puis l'autre, mais en gros, on se partage un peu les plans durant la journée quand même. Nous, on fait parfois des plans de 6-7 minutes, et si vous voulez, on le met en place sur le lundi, on ne le tourne pas le lundi, on le tourne le mardi. Donc, et puis parfois, on fait 3 plans le même jour. Ça dépend un peu. Parce que nous, on fait des plans séquences. Donc, si on dit qu'un plan, c'est quand la caméra se met en marche et quand elle s'arrête, qu'on a un plan. Mais nos plans, si vous voulez, parfois, c'est des plans, on est plus sur un visage, puis parfois, on est un peu plus large, puis plus rapproché. Donc, dans tous ces mouvements de caméra, il y a plusieurs plans, si vous voulez. Mais bon, en fait, ça fait un seul plan. Et là, les acteurs, ici, pour eux, c'est ça qui est dur, et c'est pour ça que je crois, avec nous, ils apprennent vraiment le plus difficile. C'est qu'il faut être disponible. C'est-à-dire, il faut être en tension, si je puis dire, pendant 5-6 minutes. C'est pas seulement, bon, on va prendre ta réaction à ce qu'il a dit ou à ce qu'elle a dit. Voilà, on est sur toi, tu réagis, tu souris, bon, et puis on lui parle pendant la prise, on dit, non, recommence, fais un peu. Bon, nous, c'est 6 minutes, et là, ils sont tout seuls. Donc, on ne parle pas. C'est très rare qu'on parle. Parfois, on le fait, mais c'est rare. Parce qu'on peut enlever sa parole, évidemment. Hein. On peut parler, puis après, on enlève et on met du son. Mais ils doivent être sous tension pendant les 6 minutes. C'est-à-dire que si la caméra est là, en train de filmer un acteur qui est là et que l'autre est là, à un moment donné, il sait que la caméra va venir ou que lui va devoir marcher vers bon. Tout le temps, il y a la tension qui est là. Ils ne sont jamais... Et puis se dire, allez, j'y vais. Ils doivent toujours être prêts, comme le cadreur, le perchman, tout le monde, toute l'équipe doit toujours être prête à filmer, quoi. Voilà. Donc, pour les acteurs, c'est un fameux apprentissage. Un peu comme si c'était sur un plateau de théâtre, en fait. Voilà, oui. Ils sont tout le temps là, en train de devoir réagir, même si la caméra ne les filme pas à ce moment-là. L'exemple n'est pas bon de dire qu'ils sont comme sur un... Enfin, c'est une scène, c'est une longue séquence, et ils doivent, même s'ils n'ont rien à dire, ils doivent être prêts à un moment donné à intervenir, si je peux dire. Voilà. Dans la première séquence du film, c'est un gros plan sur votre comédienne, qui dure effectivement 5-6 minutes, je pense, ou 4 ou 5. Mais je suppose que vous n'avez pas tourné ce plan-là en premier, j'imagine. Si. Carrément. Nous, on tourne dans la continuité. C'est-à-dire, premier jour, premier plan de la première scène du film. Et on finit par la dernière scène. Mais, comme il y a eu, vous avez entendu parler des inondations dans la région de Liège,
On a un décor qui est inondé, bon, rien à voir avec les malheurs que les gens ont pu connaître, puisque, comme vous savez, il y a quand même pas mal de morts, hein, et des inondations terribles. Donc nous, on a perdu un décor on a dû nettoyer tout, vraiment, pendant 3 semaines, donc on a dû casser notre manière de travailler. Voilà. Mais finalement, il y a des moments où on s'est dit, tiens, c'est pas plus mal. Parce qu'il y a une scène, vous allez voir, où les deux chantent ensemble. Ils chantent une chanson italienne qui s'appelle La Fiera dell'Est, La Foire de l'Est. Ils chantent cette chanson, tous les deux. Je dirais que ça vient vers la 15-20e minute du film. Donc on aurait dû le tourner le 10e jour peut-être. Et là, comme ça se passe dans le décor qui a été inondé, on a tourné vers la fin. Mais il se fait qu'il y avait quelque chose qui s'était passé entre eux durant les répétitions et le tournage qui a fait qu'il y avait plus de connivence, de complicité. On s'est dit, tiens, peut-être qu'on n'aurait pas eu ça. On ne sait pas, parce qu'on ne l'a pas fait, mais on se dit, tiens, il s'est passé quelque chose entre eux, entre cette fille et ce garçon, qu'on a trouvé beau. Voilà, enfin, vous verrez, vous n'êtes pas obligé de penser comme moi. Enfin, nous, on a senti qu'il se passait quelque chose, et on s'est dit, c'est peut-être parce qu'ils étaient devenus amis. Amis réellement, quoi. Alors aujourd'hui, vous êtes assis à côté de gens aussi prestigieux que Francis Ford Coppola, Emir Kusturica, Ken Loach, Mike Leigh, pour avoir reçu 2 Palmes d'Or au Festival de Cannes, sans compter les autres prix. Hein. Je vous fais aller voir sur Wikipédia, vous en trouverez toute une série. Comment on vit ça, en fait 2 petits cinéastes belges, petits sans être péjoratif, rassurez-vous, mais 2 cinéastes belges récompensés 2 fois à Cannes, quand même. C'est extraordinaire, non? Oui, c'est formidable, mais moi, enfin, je ne veux pas être prétentieux, mais pourquoi pas c'est des jurys différents. Vous savez, il y a un jury, c'était Cronenberg qui le présidait, et l'autre c'était Kusturica. Il y avait des écrivains, il y avait Toni Morrison était dans le jury de l'Enfant, et dans l'autre jury, j'ai oublié qui était, moi, mais enfin, bon, c'est pas les mêmes gens. Donc pour eux, ils voient un film, ils se disent pas, tiens, on a déjà donné un prix aux Dardennes, on va pas le faire une deuxième fois, ils s'en foutent, ils disent, moi je trouve que c'est ce film-là qui doit l'avoir, et voilà, c'est comme ça. Donc c'est pas étonnant, hein, c'est pas, bon, et c'est vraiment un choix qui est fait par un jury de 9 personnes, qui sont des cinéastes, pour la plupart, acteurs, actrices, écrivains, écrivaines, critiques parfois. Voilà, ben, c'est formidable parce que ça nous a aidé évidemment pour financer nos films aussi, hein, pour rencontrer le public. Parce que, bon, on a remarqué qu'on a eu un énorme public belge qui est venu voir Rosetta. Beaucoup de gens ont trouvé que la caméra bougeait trop. On était malade aussi parfois. Parce que trop près de l'écran. Mais ici ça va, vous pouvez rester près de l'écran. C'est pas malade. Mais il y a eu moins de spectateurs pour le suivant, ils avaient peur. Ils sont revenus. C'est comme ça les spectateurs, c'est normal. On a été chat échaudé, crâne au froid. Voilà. Et voilà, c'est bien, non. Mais pour le festival de Cannes, bon, il faut se renouveler, il faut qu'il y ait de nouveaux cinéastes qui arrivent, ce qui se passe. On a des nouveaux cinéastes en Belgique, on a des gens qui ont 30 ans, 40 ans, c'est très bien. On a montré un exemple, enfin, on a ouvert, parce que on a été les premiers. Et ça, je crois qu'on a ouvert, on a fait croire, parce que personne ne dit, même les critiques du cinéma, ils n'y croyaient pas. Belges, je veux dire, ils n'y croyaient pas. Et ils ont été surpris. Et je pense que les gens des écoles de cinéma et les parents qui mettent leurs enfants dans ces écoles, qui acceptent que leurs enfants se lancent là-dedans, et puis les cinéastes eux-mêmes qui avaient déjà commencé, ils se sont dit, mais c'est possible. Et ça, voilà. Mais c'est dans tous les domaines, c'est un peu la même chose. C'est quand je prends l'exemple de la tennis woman, Justine Henin joue au tennis, ben, on se dit, tiens, c'est possible. C'est possible. Donc, on développe les infrastructures sportives, etc. Et ici, on a développé des infrastructures financières pour aider le cinéma. Ou à l'image est née juste après Rosetta, par exemple. Et ça, c'est bien, parce que
il faut que les pouvoirs publics interviennent dans l'aide l'aide à la culture. Et c'est bien que mon image ait vu le jour en 1999. Voilà. Alors vous êtes aussi producteur, donc vous avez produit des films, notamment de Costa Gavras, pour citer celui-là, Susan Hansbach, etc. Donc, Solveig Hansbach, pardon. Et votre choix au niveau des scénarios d'autres réalisateurs ou auteurs, est-ce que ce choix est conditionné par, je dirais, votre propre cinéma ou pas? Non, pas du tout. Pas du tout, c'est plutôt des choses, des amitiés entre producteurs, voilà, non, pas du tout. Pas du tout. Voilà. On a produit beaucoup de gens, connus, pas connus. Là, et on va faire 2 premiers films. C'est des rapports amicaux, voilà, je dirais ça. Une fois, c'était lié au football. Moi, j'aime le foot, mon frère aussi, voilà, et le producteur de Ken Loach aussi, et il y avait un film, vous vous souvenez, avec Cantona, Looking for Eric, et il nous a dit, tu aimes le foot, et tu connais Cantona? Je dis oui, je l'ai vu jouer, je ne le connais pas, mais j'ai vu jouer. Et est-ce que tu serais intéressé par coproduire le film de Ken Loach sur le foot? Ben, je dis oui, et c'est parti comme ça. Voilà. Et on vient de coproduire Maïwenn, vous voyez, avec Johnny Depp, le film. Bon, personnellement, j'aime bien certains films de Maïwenn, mais je ne suis pas particulièrement proche de son cinéma. Je veux dire, mais je trouve que le producteur a eu cette idée de produire ce film, et on est dedans. C'est un ami. Voilà, et j'ai confiance en lui, mais en même temps, Maïwenn a fait des films que j'aime beaucoup aussi. Ça, c'est entre Européens. On travaille entre Européens, je veux dire, entre pays différents d'Europe. Maintenant, les Anglais, malheureusement pour eux, et tant pis pour eux, quelque part, ils ont choisi de se séparer de nous, mais ils ont perdu l'argent. Bien fait pour eux. Ben oui, il n'y avait qu'à rester. Et maintenant, pour eux, travailler avec nous, c'est difficile. C'est très difficile. Ben, ici, on peut, mais ils ont moins d'argent, ils n'ont plus accès aux structures européennes. C'est fini. Tandis qu'en passant par nous et la France, ils pouvaient aller chercher 300 000 à 400 000 à Strasbourg, Bruxelles, à la structure. Maintenant, c'est fini. Et d'autres choses. Mais alors, je ne vous dis pas, nous, on vient de faire ce film en Angleterre, tous les problèmes, les transports du matériel, les carnets ATA, tout ça est revenu. C'est quand même terrible, hein, c'est quand même terrible qu'ils aient fait ça. J'espère que faudra une génération pour qu'ils fassent ma charrière. Non, parce que je reviens de là-bas, on a présenté notre film, on vient de le présenter là-bas, et beaucoup de gens que j'ai vus, ils disent, oui, ils sont, évidemment, ils n'étaient pas pro-Brexit, mais ils disent, c'est une erreur vraiment. Pour beaucoup de choses, c'est une erreur. Aussi pour les études, pour les échanges, pour beaucoup de choses. Voilà, bonne projection. J'ai essayé de ne pas parler du film puisque vous allez le voir.